Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Badougou Djoliba, à la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlerons de la 3e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. Les technologues de rupture face aux perspectives de la gouvernance de l'Internet. C'est le thème de cette 3e édition dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Rencontre entre les ministres de la Culture du Mali et de la Chine à Beijing, le MENI, le renforcement de la coopération culturelle dans le transfert de technologies, dans la préservation du patrimoine culturel ou encore de la valorisation des musées. Dans la page des sports, l'actualité, c'est la CAN féminine qui se joue au Maroc. Les Aigles Dames jouent leur 2e rencontre cet après-midi contre le Ghana. Une victoire les qualifierait pour les quarts de finale. La chronique du développement du jour est consacrée aux conclusions de la conférence internationale sur le financement du développement tenue le mois dernier à Séville en Espagne. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, la 3e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. S'est ouverte hier à l'ACI 2000 de Bamako. Les technologues de rupture face aux perspectives de la gouvernance de l'Internet est le thème central de ce forum présidé par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Détail, Fademba Keïta. La gouvernance de l'Internet et la gestion de ces outils par les gouvernants, les secteurs privés, la société civile et autres, afin de relever les défis technologiques, ceux liés au niveau des usagers de l'espace qui doivent être formés et informés. Les experts participants et panélistes à cette 3e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali échangent sur les thématiques telles que gouvernance Internet, défis et perspectives pour un Internet ouvert et accessible et résilient, cybersécurité et résilience des infrastructures critiques. Mama Salama Maïga, consultante en système d'information ISOC. Le thème porte sur les enjeux et défis de l'inclusion autour de la gouvernance d'Internet au Mali. Vous savez que la gouvernance d'Internet est axée sur une approche multipartite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les parties, que ce soit l'État, le secteur privé, la population à travers les organisations de la société civile et la communauté technique doivent s'impliquer autour de la gouvernance d'Internet. Bakary Kouyaté, président du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. Une ère où nos recommandations deviendront des outils concrets d'aide à la décision pour les politiques publiques. De nos jours, les révolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la cybersécurité, le métaverse, l'Internet des objets, la 5G et bientôt la 6G transforment radicalement nos sociétés et nous offrent, entre autres, un potentiel inédit de croissance économique, des responsabilités d'inclusion numérique révolutionnaire. Le Mali a toujours œuvré pour un Internet porteur de qualité. Alamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La gestion concertée de l'Internet, de ses services, des infrastructures critiques et sensibles, des aspects juridiques, techniques, avec toutes les retombées sur les activités du quotidien, sera fondamentale
au cours de votre rencontre. Les panélistes assistés par des experts tiennent à promouvoir les 3 piliers sur lesquels repose l'Internet, à savoir la coopération multipartite, la souveraineté numérique partagée et l'expérimentation réglementaire. Le Mali célèbre ce vendredi 11 juillet la journée mondiale de la population. C'est la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, région de San, qui accueillera les festivités de la dite journée. Plusieurs activités sont au menu, notamment les conférences débats sur la santé de la femme, les violences basées sur le genre ou encore l'autonomisation de la femme. Aliou Abdoulaye Touré pour les détails. Ce vendredi 11 juillet 2025, le Mali célèbre la journée mondiale de la population. En prélude à cet événement, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali revient sur le contexte de la journée mondiale. Mohamed Lemine Mohamed Beiba. Lorsque l'humanité a atteint 5 milliards d'individus en 1987, l'Assemblée générale des Nations Unies a instauré le 11 juillet comme journée mondiale de la population, célébrée chaque année à travers le monde. Pour mettre la lumière sur un défi important en lien avec la population et sa dynamique. Le thème international retenu cette année est donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. Au Mali, selon les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat de 2022, 66,4% de la population malienne a moins de 24 ans. C'est donc dire que les jeunes constituent la plus forte proportion de la population de notre pays. Imiran Abdoulaye Touré est le ministre en charge de la population. Au Mali, la journée mondiale de la population est célébrée chaque année de façon décentralisée en harmonie avec les communautés rurales. Cette année, ce thème sur le plan national est donné à chaque jeune une chance pour son épanouissement familial dans un Mali en paix, réconcilié avec lui-même et plein d'espoir. Ce thème revêt une importance capitale pour le Mali. Il est d'actualité compte tenu du rythme d'accroissement démographique très rapide de sa population et du poids que les jeunes y tiennent. Cette journée mondiale de la population sera célébrée au Mali dans la commune rurale de Kava, cercle de Kimparana, dans la région de San. Sur un autre plan, en marge de la réunion ministérielle pour le dialogue entre civilisations, le ministre en charge de la culture a été reçu en audience par son homologue chinois. Au cours des échanges, les deux parties ont évoqué le renforcement de la coopération culturelle, notamment dans le transfert des technologies, compétences et technologies dans la préservation du patrimoine culturel ou encore la valorisation des musées. Les explications avec notre envoyé spécial à Beijing, Bemba Sibi. Quand deux pays riches d'une culture millénaire se retrouvent, les points de vue convergent et les échanges sont fructueux. En atteste la rencontre entre les ministres de la culture du Mali et de la Chine. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération culturelle entre Bamako et Pékin. Selon Yeli Sun, ministre chinois de la culture, le renforcement de la coopération culturelle avec le Mali doit aller vers la création d'un pont culturel entre les deux pays, ceci à travers les institutions d'art, la mise en relation d'artistes, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, une vision qui cadre avec les nouvelles orientations culturelles mises en avant dans le cadre de l'année de la culture. Mamoun Dafé, ministre en charge de la culture. Nos discussions tournaient autour de l'année de la culture décrétée par le président du Mali pour travailler sur une appropriation, mais surtout pour mettre la culture comme valeur fondamentale qui unit les peuples, qui affirme leur identité. Et donc la Chine est dans la même dynamique. Et aussi, on a fait le parallèle entre la renaissance culturelle chinoise. Donc, nous avons passé en revue les différents partenariats. Le ministre Dafé a saisi cette occasion pour partager avec son homologue chinois certaines pistes de coopération pour dynamiser les échanges entre les deux nations. Il a mis un point d'honneur sur le transfert de compétences et de technologies entre les académies d'art chinois et maliens. Créer un pont culturel entre nos deux pays, entre nos deux peuples, à travers déjà des échanges, des transferts de compétences au niveau de l'enseignement, au niveau de la formation, au niveau de la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Donc là, les bases sont déjà engagées. Nous avons même des formations déjà en vue. Mais aussi, nous avons décidé de travailler sur les musées. Vous savez, en Chine, ils sont très spécialisés et très en avance sur les questions des technologies liées au patrimoine, liées aux expos muséales. Nous avons aussi parlé d'industrie culturelle et créative parce que vous savez, en Chine, le patrimoine, c'est l'héritage, c'est l'histoire, mais c'est aussi des industries locales de patrimoine
qui crée de la richesse au niveau de la Chine. Des propositions concrètes pour renforcer la coopération culturelle entre Bamako et Pékin. L'audience a été marquée par des échanges de cadeaux entre les deux ministres. Beijing, Bemba Sibi pour l'ORTM. AES, actualité. Première escale, le Burkina Faso lutte contre la corruption. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCLC, dresse le bilan de ses activités. La ASCLC a présenté à Ouagadougou son rapport d'activité 2023 lors d'une conférence de presse. Au moins 21 dossiers ont été finalisés et transmis à la justice. Pour plus de détails, le reportage de Sidibé Guénouri. Le rapport général d'activité 2023 présenté en 3 tomes rend compte de ce que l'ASCLC a réalisé en 2023. Pour Lassane Compaoré, contrôleur général d'État, l'année 2023 a été à la fois exigeante et porteuse de progrès. Elle a permis de consolider les acquis structurels, de mettre en œuvre des initiatives innovantes et de produire des résultats concrets. Dans le cadre des audits planifiés pour 2023, la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques CAMEG et le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel ont été audités. Le rapport d'audit met en lumière une gestion financière et opérationnelle défaillante avec des conséquences lourdes sur les ressources publiques. Quant aux audits commandés, ils ont été réalisés avec le concours des cabinets d'audit et ont concerné 23 sociétés d'État et établissements publics de l'État. Ils ont porté essentiellement sur les aspects organisationnels, comptables et financiers de ces structures. À ce niveau, on retient un dysfonctionnement des conseils d'administration, la mauvaise gestion des ressources humaines et l'insuffisance de suivi et évaluation des projets financés. En ce qui concerne les plaintes et dénonciations, 261 ont été enregistrées en 2023 contre 303 en 2022 avec une baisse de 13,86%. En 2023, l'institution a transmis 21 dossiers d'enquête pénale aux juridictions de Banfora, Bobo Dioulasso, Dédougou et Ouagadougou contre 29 en 2022. L'analyse des dossiers d'enquête judiciaire montre que dans notre pays, les biens publics font l'objet de dissipation par plusieurs acteurs et par plusieurs moyens, a indiqué Adama Paré, chef de département audit et contrôle. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques et de lutte contre les abus, la LCLC a mené une opération de contrôle ciblée sur la régularité des ordres de mission et l'usage des véhicules de l'État. Sur 53 véhicules contrôlés, 64 ont présenté des irrégularités dont les principales sont entre autres absence d'ordre de mission, ordre de mission non visé, visa antidaté permettant un retour anticipé avec détournement des frais de mission, déviation par rapport au projet prévu. Au Niger à présent, réception des salles de classe digitales. C'était hier à l'école normale de Niamey au cours d'une cérémonie présidée par le ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. Compte rendu à Wali Oumarou Sabo. C'est un tournant numérique pour l'éducation au Niger grâce à la réception d'une classe digitale de l'école normale Sadou Galadima dans le cadre du projet Niger Lire financé par la Banque mondiale. Une initiative qui vise à renforcer la formation des enseignants à travers les outils technologiques. Madame Mahamadou Halimat Amadou, directrice de l'école normale Sadou Galadima, a saisi cette opportunité avant de rappeler que la classe digitale est une innovation essentielle pour former une nouvelle génération d'enseignants compétents capables d'utiliser les numériques. Pour rendre ce dispositif opérationnel, nous avons reçu du projet LIRE 25 ordinateurs du bureau, 2 ordinateurs portables, 39 tablettes, un tableau tactile, un kit de sonorisation, 6 projecteurs, un écran téléviseur, un photocopieur et des imprimantes. Du reste, la classe digitale est dotée d'une connexion au débit, 20 ordinateurs pour les apprenants et un dispositif de vidéoconférence. Pour la ministre en charge de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, la réception de cette classe digitale témoigne l'engagement du gouvernement et de ses partenaires à moderniser le système éducatif nigérien. Cette offre éducative innovante qui sera progressivement mise à l'échelle
aidera ainsi à relever les défis de l'accessibilité et de l'inclusion de notre système éducatif, tout en contribuant à préparer notre jeunesse à un usage à la fois qualitatif et productif des outils de l'Internet, des données et de l'intelligence artificielle au service du bien-être collectif de toute la société nigérienne. À noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence des cadres du ministère de l'Éducation nationale, des partenaires de l'éducation et des représentants du cabinet SMA Consulting Group chargé de réaliser ces salles de classe dans les 8 régions du pays. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite guidée des salles ultramodernes. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES. Les groupes rebelles centrafricains de l'Union pour la paix en Centrafrique, UPC, retour, réclamation, réhabilitation n'existent plus, conformément à l'accord de paix signé avec le gouvernement le 19 avril, qui doit entrer en vigueur ce vendredi. L'un et l'autre ont été officiellement dissous par leurs responsables respectifs lors d'une cérémonie organisée à Bangui. Les pourparlers entre la RDC et la rébellion du M23 évoluent positivement, selon un diplomate à l'issue d'une rencontre entre les délégations des deux parties au Qatar. Les négociateurs congolais et ceux du M23 travaillent actuellement avec des médiateurs qataris pour tenter de surmonter les derniers obstacles, a précisé la même source la semaine dernière. Le M23 avait appelé à la reprise des discussions afin de régler les points restés en suspens dans l'accord de paix signé en juin dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali. Cet accord a pour objectif de mettre fin aux combats qui ont fait des milliers de morts dans l'est de la RDC. Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergei Lavrov se sont rencontrés hier à Kuala Lumpur, dans la capitale malaisienne, en marge d'un sommet. L'objectif de la réunion entre les deux diplomates était de discuter sur la situation en Ukraine. Cette rencontre entre diplomates est la deuxième du genre sur la situation en Ukraine. Elle intervient après celle tenue en Arabie Saoudite en février dernier. Des pourparlers qualifiés de fermes et francs par Moscou. La paille des sports, c'est tout de suite. Football féminin, CAN Maroc 2024, le Mali joue ce vendredi contre le Ghana pour le compte de la deuxième journée du groupe C. Une victoire permettra aux Maliennes de se qualifier pour les quarts de finale. Et puis basketball, Coupe du Monde des moins de 19 ans filles, République tchèque 2025. Le Mali ne participera pas à la compétition pour raison de visa. L'information a été donnée hier après-midi par le président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sibé. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence par le basketball. En route pour la Coupe du Monde de basketball féminin des moins de 19 ans en République tchèque 2025, la sélection malienne est confrontée à des problèmes de visa. Une situation qui menace sérieusement la participation malienne à cette compétition. Alors, qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec le président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sibé, joint au téléphone par Fotigui Toungara. Monsieur le ministre des Sports est allé signifier aux enfants à l'internat que le départ est annulé pour la République tchèque en raison du fait que nous avons connu beaucoup de soubresauts par rapport au problème de visa. Dès l'entame, nous avons signifié dès le 10 juin à FIBA que l'ambassade tchèque n'étant pas à Bamako, il nous était impossible d'aller à Dakar parce que le budget ne prévoyait pas qu'on puisse aller à Dakar faire les visas. Mais comme pour la Suisse, pour les garçons, on avait demandé à l'ambassade suisse qui n'est pas à Bamako, qui est à Dakar aussi, de donner mandat à l'ambassade des Pays-Bas ici pour connaître les visas. Donc les Suisses ont accepté. Mais les Tchèques ont refusé. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que le 3 juillet, notre ambassadeur Biro Diallo à Dakar, que je salue très fortement, s'est fortement impliqué et a demandé à l'ambassade tchèque si on pouvait aller faire les visas. Ils ont catégoriquement refusé en arguant du fait qu'ils ont 30 visas sous la main et qu'ils n'avaient qu'un seul agent consulaire qui ne pourrait pas traiter nos visas. Donc, quoi qu'il en soit, même si on partait à Dakar, on n'aurait pas eu le visa. Je pense que le forfait est déjà acté parce que nous ne pourrons pas avoir de visa de vendredi pour aller. L'ambassade espagnole était prête à donner les visas pour qu'on puisse passer une nuit en Espagne, faire match amical avant de continuer. Le ministre des Sports a donné son accord sur ma demande, mais malheureusement, le consul d'Espagne a refusé catégoriquement, malgré que la Fédération espagnole ait envoyé une lettre d'invitation hier soir à FIBA et à cette ambassade-là pour signifier que le Mali allait faire un séjour à Madrid avec un match amical avant de continuer sur la Tchéquie. Donc je pense que c'est fini. Les conséquences, oui, il faudra s'attendre à des conséquences financières parce que les droits télé ont été vendus, mais on va se battre. On fera une conférence de presse où on expliquera ce qui s'est passé et on fera en sorte qu'on puisse envoyer un courrier
courrier aussi à FIBA afin d'expliquer à FIBA les péripéties qui sont passées, notamment le fait que le 3 juillet, l'ambassadrice tchèque à Dakar a dit à notre ambassadeur que même si on partait à Dakar, on ne peut pas avoir de... Football, CAN féminine Maroc 2025. Le Mali affrontera aujourd'hui le Ghana. C'est au compte de la deuxième journée du groupe C. Après leur belle entrée en matière face à la Tanzanie lundi 1-0, les Aigles dames du Mali peuvent assurer leur qualification pour le prochain tour dès ce vendredi en cas de victoire contre le Ghana. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Assa Soumaré et Oumar Traoré. Après leur courte victoire 1-0 sur la Tanzanie, les Aigles féminins s'attaquent à un ogre du football féminin sur le continent. Le Ghana qui a perdu lors de sa première sortie face à l'Afrique du Sud 0-2. Pour cette rencontre, les données sont claires. Pour les Maliennes, battre les Black Kings pour assurer leur place au tour suivant. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles dames du Mali. Le match contre le Ghana, c'est un match qu'il faudrait prendre avec beaucoup de sérieux. Et puisque nous allons faire ce match-là avec un adversaire qui est blessé dans son orgueil. Alors il va falloir que nous soyons encore plus patients et puisqu'elles vont tout faire pour pouvoir aller nous chercher dans nos derniers retranchements. Certes, la victoire sera le maître mot. À défaut, un match nul, le nom de l'adversaire ne fait pas peur aux Maliennes, car les débats sont un peu équilibrés depuis 2012 entre les deux nations. En 6 confrontations, le Ghana a 3 victoires contre 2 pour le Mali et 1 nul. Les Maliennes abordent le match avec confiance et prudence en ne commettant pas trop d'erreurs. Kani Conté, joueuse des Aigles dames. On sait que ça ne va pas être facile, surtout que le Ghana a perdu leur premier match. Nous, on a gagné notre premier match, mais on sait que rien n'est joué encore. Tout va se faire sur ce match-là. Place au Ghana pour rester focus sur les objectifs du tournoi, à savoir faire mieux que la dernière édition, une élimination au premier tour. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud jouera contre la Tanzanie à partir de 19h. Hier, la Tunisie et l'Algérie se sont neutralisés 0-0 à Casablanca pour la deuxième journée. Un nul suffirait donc au vert pour se qualifier en quart de finale. La Tunisie doit impérativement s'imposer de son côté pour espérer accéder à la phase à élimination directe. Le Botswana a finalement perdu devant le Nigeria 1-0 dans ce même groupe. Athlétisme pour terminer, la Sud-Africaine Caster Semenya a salué hier un résultat positif dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a reconnu qu'elle n'avait pas eu droit à un procès équitable sans toutefois trancher la question centrale du traitement hormonal imposé à 7 athlètes hyperandrogène. Double championne de l'Olympique 2012-2016 et triple championne du monde 2019, 2013, 2017. Depuis 2018, World Athletic impose aux athlètes hyperandrogènes de faire baisser leur taux de testostérone par un traitement hormonal pour participer aux compétitions internationales dans la catégorie féminine. Ce que refuse Caster Semenya, privé ainsi de s'aligner en compétition sur sa licence fétiche. Chronique du développement. La 4e conférence internationale sur le financement du développement tenue à Séville en Espagne du 30 juin au 2 juillet 2025 a pris donc d'importants engagements. On note 130 initiatives et la mobilisation de 4 000 milliards de dollars américains par an d'ici 2030 pour atteindre les objectifs de développement dans les pays moins développés. La chronique du développement du jour fait un zoom sur les conclusions de cette conférence, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. La 4e conférence internationale sur le financement du développement de Séville en Espagne a planché sur les voies et moyens de lever les obstacles qui freinent l'atteinte des objectifs de développement des pays du Sud. Difficultés au niveau du financement, mais aussi difficultés à réformer l'architecture mondiale de l'aide au développement pour mieux répondre aux besoins des pays concernés. Et l'idée qui a prévalu à cette conférence a germé depuis fort longtemps. L'économiste Modibou Mao Makalou nous en fait la genèse. Comme vous le savez, tout a commencé avec la déclaration du millénaire des Nations Unies pour le développement. Cela avait été annoncé à New York le 8 septembre 2000 et qui avait fixé 8 objectifs de développement du millénaire, qu'on appelait par leur acronyme ODM.
à l'horizon 2015. Ensuite, vous avez eu la première conférence sur le financement du développement à Monterrey, au Mexique, pour essayer de mettre en œuvre cette déclaration du millénaire en fixant les objectifs, les cibles et aussi les moyens pour atteindre ces objectifs. Ensuite, il y a eu la conférence de Doha au Qatar en 2008 pour parfaire un peu la mise en œuvre des ODM. Et finalement, en 2015, il y a eu cette grande conférence en Addis Abeba en Éthiopie qui a quand même fixé l'agenda 2030 pour le développement durable avec 17 objectifs, 168 cibles et 244 indicateurs. Donc, il s'agissait lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville, en Espagne, d'essayer de faire le point et de voir comment améliorer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Les travaux de la conférence de Séville ont été sanctionnés par d'importantes décisions, notamment des engagements d'ordre financier au profit des pays en voie de développement. Cela avec en ligne de mire l'atteinte des objectifs durables d'ici à l'horizon 2030. Au moins 130 initiatives ont été proposées. Cela fait beaucoup, mais surtout il y a eu un engagement pour quand même essayer 5 ans avant la fin de l'objectif fixé à 2030 de mettre en œuvre autant que possible les objectifs de développement durable. Et cela va nécessiter non seulement de la part des différents acteurs, y compris les États, la société civile, le secteur privé, les parlementaires, mais aussi les fonds privés, pour mobiliser environ 4 000 milliards de dollars américains chaque année pour quand même pouvoir atteindre ces objectifs de développement dans les pays en voie de développement. Au niveau des pays en développement, il s'agit de renforcer le cadre de financement national intégré définissant le programme d'action de la conférence d'Addis Abeba de 2015 afin d'accélérer le progrès et le financement de leur développement bâti autour de 17 objectifs. Modibo Mao Makalou, économiste. Parmi les 17 objectifs de développement durable, ODD, nous pouvons citer pêle-mêle la réduction de l'extrême pauvreté et l'éradication de la faim, ainsi que l'éducation primaire pour tous, la santé pour tous, aussi le genre, de même que l'eau et l'assainissement, sans compter aussi l'accès à l'énergie propre et à un travail décent, de même qu'un développement économique et la réduction des inégalités, tout cela à travers un partenariat mondial qui va être basé maintenant, selon la déclaration de Séville, sur les accords internationaux précédents qui vont être revus, renforcés pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Mais malheureusement, l'évaluation à la date d'aujourd'hui, c'est que seulement 16% des objectifs à la date d'aujourd'hui ont été réalisés, ce qui veut dire que, évidemment, il y aura beaucoup de travail pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici 5 ans. Des engagements ont été pris à Séville. Il s'agit maintenant de les honorer pour que cette 4e conférence sur le financement du développement ne soit pas un forum de plus. Merci Soumaïla Berté, c'est la fin de ce journal. Présentation Kodi Sibi, mise en onde Mamadou Bedjalo. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.